Monsieur Crépin, bonjour. Vous êtes né à Nilvange, donc au-dessus de l'ancien Gueulard. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Alors effectivement, je suis né le 8 février 1950 au-dessus de l'ancien Gueulard, qui était à l'époque un café de quartier. Et c'était l'après-guerre, les logements étaient rares, et mes parents ont eu ce premier logement. Et il y avait donc la mono-industrie comme la sidérurgie dans cette région, la SMK, où tout le monde travaillait. Et d'ailleurs, moi, si vous voulez, j'ai énormément de souvenirs aussi de cette époque, par le biais des gens qui allaient travailler à la SMK. Les gens travaillaient par poste, et ils traversaient, par exemple, la rue de la Moselle, était reliée à je sais plus le nom des rues au-dessus. Et tous les gens qui habitaient dans les quartiers au-dessus de la rue de la Moselle passaient par la rue de la Moselle pour rejoindre la SMK. Alors il y avait aussi des spectacles de la nature. Mes grands-parents habitaient rue Maurice Barrès, et dans la rue Maurice Barrès, c'est en contrebas du Crassier. Le Crassier, donc exploité par la SMK. Et il y avait les poches des lingotières qui venaient déverser les fonds de poche de lave incandescente sur ce Crassier. Et le soir, c'était un spectacle magnifique, c'était féerique. On voyait la lave rouge qui coulait le long de ce Crassier. Et nous, gamins, on regardait ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était une époque, une loi qui avait été promulguée par je ne sais qui, un ministre qui nous voulait du bien sans doute. Et il était donc question de favoriser la consommation de lait par l'enfant. Et pour favoriser cette consommation de lait, il faut pas oublier qu'on était dans le temps d'après-guerre, hein, et qu'il y avait quand même pas mal de carences au niveau de l'alimentation. Et donc, il fallait mettre en place la consommation de lait. Et on avait donc dans notre école primaire, le long des radiateurs, des paniers en fer qui étaient destinés à recevoir des bouteilles de lait. Et ces bouteilles de lait étaient disposées donc tous les jours sur les radiateurs pour tiédir, bien entendu. Et à une certaine heure de la matinée, on arrêtait et on recevait notre ration de lait. Que moi j'étais à l'école des garçons, mes sœurs étaient à l'école des filles. Et à l'époque, quand on grandit un petit peu, quand on devient un préadolescent, on commence à avoir des émois amoureux. On échangeait des petits messages avec mes sœurs. Je donnais à mes sœurs pour échanger aux petites copines, et mes sœurs donnaient pour échanger avec les petits copains. Vous voyez, ça c'était les deux écoles se faisaient face. Il n'y avait pas de téléphone au moment là. Non, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas c'était notre moyen de communication. Et ça marchait très bien, je peux vous le dire, hein. Mais justement, il y a une chose qui me revient en mémoire, c'est que les cités ouvrières n'étaient pas équipées de salles de bain, entre guillemets, salles de bain grand luxe. Il y avait des salles d'eau où on faisait notre toilette, mais la vraie salle de bain avec la baignoire comme aujourd'hui n'existait pas. C'était des grandes bassines dans la buanderie, on savait cette salle de bain. Donc il y avait des douches, des bains-douches municipaux à l'école des filles, en dessous de l'école des filles, qu'on pouvait fréquenter régulièrement pour des sommes tout à fait ridicules. Et on avait pris l'habitude d'aller là-bas. Et il y avait les économas de l'usine, comme l'économa qui est en face de la maison du directeur là. Et cet économa était destiné justement à nourrir toutes les gens des cités qui étaient autour. Et là, on y trouvait de tout. On y trouvait de la viande, on y trouvait des légumes, on y trouvait de la farine, c'était la grosse épicerie, si vous voulez. Et moi, j'ai encore un souvenir aussi particulier de cet économa, c'est que nous, gamins, on était surpris parce que c'était très grand. Quand on rentrait à l'intérieur, c'était très grand. Et vous aviez les comptoirs tout autour, des comptoirs en pierre. C'est-à-dire, c'était des constructions. Et la présentation sur ces comptoirs était faite directement sur la pierre. Bonjour Madame Madeleine. Bonjour. Nous allons parler de votre vie à travers ce reportage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Où vous êtes né? Je suis née à Nilvange, dans la rue Pralon, numéro 12. C'était en quelle année? En 1930. Est-ce que pendant la guerre, vous avez des souvenirs qui vous ont marqué, de choses qui se sont passées à Nilvange? Vous avez vu, ou que ça soit par les Allemands, Je vais vous dire une chose qui m'a marquée.
dont je me souviens très très bien. Quand les Allemands sont arrivés, j'étais dans la rue avec des enfants, on jouait dans la rue, et on nous a dit, les Allemands arrivent, ils venaient justement du Conacher, parce qu'il y avait une route, un chemin qui allait vers Machpi, et ils devaient venir de là. Et tous les enfants, à ce moment-là, on est couru par là-haut pour voir, et on s'attendait à voir, je sais pas moi, des jours tout à fait bizarres ou quoi, parce que au début de la guerre déjà, il y avait des avions parfois qui passaient, qui jetaient des tracts et tout en nous disant faites attention, les Allemands c'est ci, c'est ça. Il y avait l'inverse qui se faisait par les Allemands. Déjà des choses comme ça se faisaient à cette époque-là. Et enfant, on s'imaginait que les Allemands devaient être des sauvages. Et quand ils sont arrivés, je me suis dit tiens, mais ce sont des gens comme tous les autres. Vous avez pu discuter avec certains? Non, là, j'avais 10 ans, on discutait pas avec eux, mais enfin, ils arrivaient, il y avait pas de Français, il y avait pas de soldats, il y avait personne, donc ils rentraient facilement partout. Ce qui sont et ils occupaient. Ils occupaient, donc ils étaient chez les habitants. Comment que ça se passait pour ils ont occupé les lieux publics, là, les écoles et tout. Je pense qu'ils se sont plus installés dans les écoles et dans des choses comme ça, mais pas tellement chez les particuliers. Et vous, après quelques années après, donc vos études, vous avez rencontré votre mari. Donc ça s'est passé comment? C'était où? Vous vous en rappelez ce moment? Ça a dû vous marquer? C'est une souvenir non, c'est pas un moment précis. C'est pas un moment précis. Mais j'ai connu mon mari. J'avais 17 ans. Mais il habitait, lui habitait Knutange à ce moment-là. Et il était toujours dans les organisations de jeunesse, la JOC. Ils avaient créé une association à Knutange de loisirs populaires. Et parmi les nombreuses années qu'il a fait en tant que maire de Nilvange, oui. Quelle action vous avez préféré qu'il a réalisé dans la ville, que ça soit une construction, un événement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez aimé qu'il a réalisé? Non, je dirais pas qu'il y a quelque chose de particulier, puisque je crois que ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'était à la fin, la médiathèque. La médiathèque, là, qui a été renommée récemment avec le nom de votre mari. Oui. Ça vous a fait plaisir? Oui. C'est un hommage. Oui, c'était vraiment la chose à laquelle il tenait le plus. La médiathèque, oui. Oui, parce que déjà, dès le début, avant ça, il y avait une bibliothèque dans la mairie, et ça n'a pas duré longtemps. Il y avait pas beaucoup de monde qui y venait, et ensuite, il y avait moins de monde. Il y a l'école Brucker qui a été construite, qui était toute neuve au début, en 65. Dans l'école Brucker, il y avait une bibliothèque déjà avant la médiathèque. Que c'était déjà l'équipe de mon mari qui l'avait mise en place. Bonjour Pascal, nous sommes ici dans ton lieu quotidien, donc le parc du château de Nilvange. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta vie et de ton enfance? Oui, bonjour à vous tous. Donc, je suis originaire de Seremange. Donc, j'ai passé mon enfance à Seremange. J'ai grandi dans un petit quartier sympa. J'ai la chance d'avoir déjà à l'époque à Jardin. Donc, c'est ce qui a été un peu initiateur à mon métier par la suite, sur le coup, ouais. Voilà, et sur Seremange, j'ai vécu des bons moments sympas. J'ai connu donc à l'âge de 10-12 ans les scouts de France, c'était le premier amorce un peu à la connaissance de la nature, parce qu'on allait souvent en forêt, faire des virées, faire des campements en forêt, donc c'était une bonne amorce à la nature à la base. J'ai fondé une association de jeunes aussi. Donc j'ai toujours été partant pour faire de la création, monter des projets, pour aller plus loin par rapport
à ce que chacun peut faire au quotidien. Donc l'initiation de créer donc une association en 85 à Soremange à l'âge de 19 ans m'a permis aussi de pouvoir aller plus loin sur mes démarches personnelles et même professionnelles sur le Cette coup. association, c'était quoi exactement? Alors l'idée, sur le jardinage ou un autre c'était, domaine? voilà, c'est plus le domaine culturel, mais à la base c'était le fait que avec un pote, on a voulu faire en sorte de trouver un local à Soremange et permettre avant tout à ce que tous les jeunes qui étaient un peu dans la rue, qui s'ennuyaient un petit peu, donc qu'on puisse avoir lieu pour se réunir. De là, on a pu créer pas mal d'animations. On a fait la fête de la musique à l'époque en 88. On a fait la première fois on a créé le feu de la Saint-Jean en 88. C'est nous les premiers à avoir créé cette manifestation. Sur la vallée ou sur la commune? Dans la commune, Hein. Et quand tu as démarré à Nilvange, tu étais déjà jardinier ici au parc du château ou c'était sur un autre lieu? Alors j'ai démarré réellement donc en ville, donc au niveau des espaces verts. Ensuite, à l'âge de 23 ans, donc j'ai pu prendre en charge le service de espaces verts de la ville avec une équipe avec moi, donc, et je gérais donc la ville et le parc, voilà. Et en fin de compte, après, il s'est fait qu'on a fait pas mal de créations dans la ville. Moi, j'ai pu faire plaisir en tant que paysagiste à faire des plans, à faire des croquis. On m'a permis de faire en sorte de pouvoir aller plus loin dans ces démarches-là, et sur le coup, c'était hyper intéressant jusqu'au moment où je devais faire un choix sur la suite. Soit je choisis de commune par rapport à mon grade, à ma carrière, ou soit j'évolue par rapport à mon métier. J'ai pu évoluer. J'ai eu de la chance aussi sur ce métier. On a plus mal sur l'apprentissage de la nature, la faune et la flore. Et ça a démarré il y a à peu près 10 ans en arrière. Où réellement, maintenant, j'anime, je prends en charge le parc du château et le jardin pédagogique du château. Mais et là, c'est vraiment une évolution de ma passion sur ce métier-là. Parce que tu apprends également, donc on a pu voir de temps en temps aux enfants aussi le jardinage et voilà. les insectes aussi, je me Voilà, semble. c'était qu'à la base, on a démarré, alors il y a plus de 20 ans derrière, quelques animations ponctuelles avec les écoles, déjà aussi avec les personnes handicapées, il y a avec la 8e de Knutange par exemple. Ensuite, clairement, il y a un projet qui s'est mis en place où j'étais là plus sur le service animation, et j'ai pu réellement donc travailler plus sur les animations auprès des écoles primaires de Nilvange, aussi l'école maternelle, aussi avec les personnes handicapées, super expérience, mais aussi avec le public en général, le public adulte ou des centres aérés du secteur. Et qu'est-ce qui te passionne à toi à apprendre comme ça à ces jeunes? C'est moi je pense que l'école de la vie c'est sur le terrain beaucoup. On peut apprendre en théorie, on peut apprendre sur des livres ou maintenant sur internet aussi, hein, bien sûr, mais l'école de la vie c'est sur le terrain, et surtout maintenant je trouve que les enfants sont beaucoup captivés par les écrans, par le virtuel, et le fait qu'ils puissent avoir une connaissance sur la faune et la flore, mettre la main dans la terre, etc. Pour moi, c'est magnifique, parce que quelque part on leur prend conscience qu'en fait, que la vie, c'est aussi ça, c'est la main dans la terre, c'est apprendre à semer des fleurs, des légumes, et voir récolter, voir l'utiliser de façon culinaire aussi. Et pour moi, c'est important. Je pense que c'est important, c'est la découverte de toute forme, que ce soit l'art, que ce soit la nature, que ce soit toute forme artistique aussi quelque part, c'est bien pour les jeunes, ça ouvre aussi sur beaucoup de choses, sur une vision de la vie quelque part. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre naissance, où vous êtes né? Alors, je suis né à Algrange en 1960. Mes parents habitaient à Algrange à l'époque. J'ai passé toute ma jeunesse à Algrange, après un cycle d'études classiques, jusqu'à 18 ans. Et ensuite, je me suis engagé dans la Marine nationale et je suis parti sur Brest pendant 4 ans. Et donc, de vos parents, vous avez retrouvé un livre, une Bible, qui a retracé une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ma mère est décédée maintenant à 90 ans, il y a 5 ans, et dans ses affaires, j'ai retrouvé pas mal de choses. Par exemple, elle avait encore des petites choses de son mariage, comme le menu de son mariage, et parmi les livres, il y avait une vieille Bible qui datait de 1772,
une Bible luthérienne et qui était partiellement brûlée, et dans laquelle il y avait une inscription manuscrite en gothique. J'ai pas réussi à le traduire, hein, même que je parle aussi l'allemand, mais donc par mon travail au Luxembourg, j'ai des collègues qui sont allemands, qui savaient mieux faire ça que moi, et qui m'ont aidé, et on a réussi à traduire ce texte. Donc le texte raconte l'histoire de la Bible, ça devait être un des pasteurs de l'église à l'époque, qui a écrit ce texte, qui disait qu'en 1809, un incendie a ravagé une grande partie de l'église et des maisons qui étaient autour. Voilà. Donc j'ai recherché sur Internet ensuite l'histoire de cette église et j'ai tout retrouvé. L'église a été construite dans les années 1000. C'était l'église Saint-Pierre de Berlin, une des plus importantes églises de Berlin de l'époque. Elle a effectivement été brûlée en 1809. En fin de compte, l'église Saint-Pierre et la paroisse Saint-Pierre accueillaient beaucoup les gens, les SDF, ce qu'on nous appelle les SDF à l'époque. Beaucoup de gens dormaient autour de l'église et ils avaient tous des petits réchauds à charbon. Et un réchaud a été renversé et c'est ça qui a mis le feu un peu à toute l'église. Voilà, donc j'ai retrouvé des archives sur cette église, mais malheureusement, l'église n'existe plus parce qu'après la guerre, elle a été partiellement détruite et elle s'est retrouvée dans la zone russe. Et quand la zone russe de Berlin est passée à Allemagne de l'Est, toutes les églises ont été détruites parce qu'il n'y avait pas de religion dans ces pays-là. C'est devenu un parking. Quand Berlin s'est réunifié, une association s'est remise en place pour recréer cette église, mais bon, le budget pour construire l'église était trop élevé pour l'époque, donc ils ont laissé tomber. L'association existe toujours. Ils reprennent un peu le style qu'ils faisaient avant, donc ils s'occupent un peu des repas populaires, des choses comme ça. Et eux m'ont mis en rapport avec le centre des archives évangéliques de Berlin, qui regroupe tous les documents des archives des églises de Berlin et d'Allemagne. Là, vous avez retrouvé des informations sur vos parents, sur l'église? Sur l'église surtout, ouais. Pas sur mes parents, mais sur l'église. Voilà. Donc je me pris contact avec ces gens-là et je leur ai proposé de leur restituer l'église parce que chez moi elle traîne dans un tiroir qui ne servait à rien alors que là-bas elles peuvent être restaurées et elles peuvent servir au patrimoine de la ville et de l'église. Donc à ce moment-là il fallait organiser un voyage à Berlin. Comme j'avais retrouvé pas mal de choses, des petites choses de ma mère, de leur mariage, etc. J'ai fait des recherches et puis j'ai pu retrouver tous les endroits où mes parents ont vécu à Berlin. J'ai retrouvé la maison où ma mère habitait quand elle était jeune, où elle habitait avec ses parents, où elle habitait avec mon père avant de revenir. On a même retrouvé le restaurant où ils ont fait leur repas de mariage. Ouais. Quand je suis allé ramener la Bible, donc dans les archives évangéliques, j'ai eu droit un peu à une visite privée des archives et j'ai vu des choses que bon, on n'aurait jamais vues autrement, quoi. Ils m'ont montré des archives qui représentent à peu près une pièce de 20 mètres carrés. Il m'a expliqué qu'il a fallu plus de 1500 personnes qui ont travaillé là-dessus pendant près de 5 ans pour faire retrouver tous ces archives. En fin de compte, c'était de 1934 à 1939. Hitler était chancelier, il avait ordonné à des gens de rechercher les arbres généalogiques de tous les Allemands pour retrouver qui étaient juifs. Et ça représente une pièce de 20 mètres carrés qui sont remplie de documents où on prouve que les gens, pour retrouver les gens juifs, c'est impressionnant. Bonjour Madame Vitali, donc on va parler de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, donc où vous êtes né? Je suis née à Algrange le 11 février 1927. Et oui, à l'école. Vous avez vécu oui, j'ai toujours vécu à Algrange, oui. D'accord. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à que je me suis mariée en 46. D'accord. Et donc l'école a été faite à Algrange également? À Algrange quand même, oui. Vous étiez à laquelle Vous étiez à quelle école à Algrange? À Algrange, à l'école des filles. Près de l'église, je crois que c'est, oui. À l'église, oui. Oui. Après, vous êtes donc venu vous installer ici, donc à Nilvange, donc c'est après-guerre? Là, quand je me suis mariée, en 46. Je suis venue ici.
Mais j'habitais pas ici, j'habitais un peu plus haut. Donc dans le même quartier, c'est ça? Dans le même quartier, oui. Et quand on a acheté la maison, on s'est installé ici avec, on a fait le commerce ici aussi qu'on est maintenant. Le magasin. D'accord, et là vous êtes installé avec votre mari donc un peu plus haut. Voilà. Et le commerce, il a débuté en quelle année ici? Alors mon mari, il a commencé en 35. Et moi, j'ai commencé en 46. 46. Oui. D'accord, vous étiez en tant que vendeuse ou vous réalisez quoi en fait comme travail dans le Non, commerce? moi, Vous faisiez vraiment tout, hein? Je faisais, oui, j'étais la patronne, en fait, pour vous D'accord, dire, hein. Oui. Donc pour vous, c'était quoi une journée de travail ordinaire? Donc que réalisez-vous? Ben, on ouvrait le magasin, on l'ouvrait à 7 heures. Je sortais les cagettes avec tous les légumes pour mettre dehors, pour mettre, comment on fait dans le marché, vous D'accord, voyez. oui. Voilà. Donc ça c'était mis donc devant la porte juste ici alors? Oui, mais c'était autrement. D'accord, oui, c'était avancé autrement, voilà. Oui, c'était autrement là, oui. Et par rapport à ce commerce, est-ce que vous aviez des apprentis? Oui. J'en avais, attendez voir, il y en avait pas mal, hein. C'était avant des apprentis qui travaillaient juste quand ils allaient à l'école. Ménagère encore qu'ils allaient. Voilà, il restait peut-être une semaine. Tandis que celle que j'avais, vous l'avez vu, la dame qui était là, la dernière fois, elle est restée plus longtemps. Parce qu'elle était vraiment serveuse. Elle vendait. Vraiment. Et c'est vous qui les formez alors à ce travail? Oui. Également, je parle pour les habitants, tout ça, il n'y a pas une perte pour même la discussion, tout ça se rencontrer, vous rencontrez les gens de la ville. Là maintenant, tout le monde part à la grande surface, c'est plus la même chose alors. Mais ils parlent encore maintenant. Oh, c'est dommage que vous avez fermé le magasin. Il y a la mortadelle, il y a tout. Il y en a encore qui vous le disent? Oui, il y en a encore beaucoup qui le disent encore. Oui. Oh oui, Madame Vitali, oh là là, la bonne mortadelle, elle disait toujours. Est-ce que les personnes avaient des crédits dans votre magasin? Oui, on en avait, oui. Oui, on en avait, oui. Pas mal encore, oui. Alors, ils faisaient crédit, puis après, à la fin du mois, ils venaient payer. Donc, dès qu'ils avaient leur paye, ils arrivaient ici. Payer, voilà. Ça fonctionnait pareil dans les autres commerces du quartier? Ah, ben ça, c'est pas, je sais, chez nous, ça marchait comme ça, c'était comme ça. Donc, pour aider les gens. C'était pour, oui, voilà. Et puis, ils avaient beaucoup de gosses et tout, hein. Ouais. Le magasin, il a fermé quand votre mari, il était malade, alors? Oui, il était à l'hôpital, oui. Alors, on a fermé le magasin. Et quand il est venu à la maison, il était malheureux. C'est une décision que vous avez prise avec votre fille et... Donc, pour fermer ce magasin, c'est une décision que vous avez prise avec votre fille? Oui. Et votre mari vous en a pas trop voulu quand vous avez fermé? Non. Il a accepté? Ouais. Non, enfin, oui et non. Mais ça va. Il n'y a plus, non. Et puis moi, je pouvais pas faire toute seule. Ça n'allait pas. Parce que dans le temps, il y avait du travail à faire, hein. Oui. Il fallait aussi arranger, il fallait mettre les pâtes, il fallait, oh là là, du travail. Il y avait beaucoup de produits, donc c'était du travail en... Oui, il y avait beaucoup de trucs, oui. Bonjour Monsieur Douida, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance où vous êtes né? Né, oui, je suis né en Île-Vosges, donc je vous donne la date, 5/8/48, c'est ça. Et bon, j'ai passé toute mon enfance sur Île-Vosges. Et bon, j'étais à l'école sur Île-Vosges aussi. Vous avez fait quelle école alors? C'était près de la mairie actuelle? Non, c'était l'école qui était encore en bas sur l'ancienne place des fêtes, l'ancienne école. Et de là, après, on est monté sur l'école qui est en face de la mairie maintenant. Voilà. Bon, l'école terminée, à l'âge de 14 ans, n'était pas comme maintenant, donc on partait directement à l'usine, hein. À la SMK. Oui. Je suis rentré à la SMK directement, oui. Quel serait le meilleur souvenir que vous en gardez de la SMK? Oh la SMK, c'était une camaraderie. Hein, c'était pas du tout comme aujourd'hui.
Et puis on tenait plus ou moins compte de ce que vous faisiez et ce que vous disiez. Bon, il y avait des grognards, c'est normal. Hein. Les anciens chefs qu'on avait, c'était des grognards parce qu'ils faisaient des concours entre eux de production. Oui. Donc ça ne marchait pas comme ils veulent, ils tapaient sur la table. Ça se passait comme toute autre chose. Vous avez également participé à la création de la centrale de Catrum pour mettre le remblai, c'est ça? C'est quand j'étais à Solentran. Donc là, au début, donc là, je roulais aussi sur des camions pour dépanner parce que tout le monde roulait, hein. Il fallait du monde. Donc ils descendaient les gens plus ou moins des machines, des engins pour donner un coup de main à rouler les camions. Mais on était tous polyvalents, hein. Et il y a eu les chevaux aussi que vous avez? Les chevaux, c'est venu après. Parce que là, vous avez un terrain dans lequel vous les êtes chevaux, actuellement. c'est venu après. Ça, c'est venu à partir de 2000. Mais quand ma fille s'est mariée, j'ai payé un cheval. C'est que là, tout a commencé avec les chevaux. On a commencé avec ça. Maintenant, on avait un petit terrain ici, on n'avait pas grand-chose comme place. Et petit à petit, avec monsieur Victor Madeleine, je me suis arrangé à ce qu'il me vende un bout de terrain ici. Et petit à petit, on est arrivé à agrandir le terrain, que j'ai fait moi-même, évidemment. Parce que le terrain n'était pas du tout comme ça à l'époque, hein. Vous avez fait pas mal de changements. J'ai fait 3 paliers. Mais 1, 2, 3 paliers. On peut pas faire en attenant parce que ça risque de partir. Bon, ça, c'était mon métier, je savais. Donc, on a fait tout ce terrain-là, j'ai mis 3 ans à le faire. Là, vous étiez nombreux à travailler ici, au Crassier? Quand je suis venu ici, non, on était une dizaine. Bon, ça veut plus maintenant. Et après, toutes les matières, tout ce qui était d'ici, ça repartait ailleurs? C'était oui, comment? Non, c'était des produits finis. C'est-à-dire que on avait encore le gros cacassage qui était à Moyèvre. Donc, eux faisaient plus de produits que nous. Donc, nous, on faisait des produits différents. Les mêmes, mais ce qui se vendait le mieux sur Nilvange, c'était un petit site quand même, hein. Voilà. Alors maintenant, comme Moyèvre est terminé, donc il ne reste plus que Nilvange. Parce que ça a bien grandi depuis. Moyèvre, il n'y a plus rien, hein. C'est terminé, hein. Et moi, j'ai terminé ma carrière là, ça fait maintenant 12 ans. Et maintenant, je m'occupe de notre patient, je m'occupe des chevaux. Voilà. Sur Nilvange, sur Nilvange, on fait beaucoup de boulot, mais ils me le rendent pas. C'est-à-dire que on n'a pas de fidélité avec les Nilvangeois, on ne sait pas pourquoi. Ils viennent pas, ils viennent pas voir. Non, ça je ne comprends pas pourquoi. Vous trouvez ça dommage? Ouais. Très dommage, oui. Parce que dans le but, on était parti aussi, on avait pris des poneys, un peu de tout, pour faire profiter justement aux gens de Nilvange, ou aux jeunes de Nilvange, vous voyez. Parce que nous, on avait fait des prix vraiment accessibles. Parce que vous êtes dans un club, vous n'arrivez pas. Et nous, on n'est pas club, on fait randonnée, vous voyez. On fait de la promenade à cheval, en forêt, tout ça. On ne fait pas de concours. Bon, on m'a reproché que je n'avais pas de moniteur, mais je dis, mais moi, un moniteur, je peux en prendre un, demain. Mais il faut le payer. Pour le payer, il faut le rendre de l'argent. Oui, pour le rendre de l'argent, il faut que j'ai des clients. Mais comme rien ne fonctionnait dans ce sens-là, donc on l'a fait pour nous. Et là, vous appelez toujours les Nilvangeois à venir vous voir, en ce moment? Ceux qui veulent venir, la porte est toujours ouverte, hein. La porte est toujours ouverte, elle n'a jamais été fermée chez nous, hein. Dans le passé, à Nilvange, vous étiez également dans un groupe de musique, c'est ça? Oui, j'étais à l'époque avec Roger Schmitt-Heisler, qu'on avait monté à l'époque la musique des Hussards. Je sais pas, vous avez jamais entendu parler, les Hussards de Nilvange? Si, de nom. Ma femme, si elle vient tout à l'heure, peut vous descendre une photo. Ouais. Et là, vous faisiez quoi dans le groupe? Vous chantez? Non, moi, comme j'étais à l'armée, j'étais au 5e régiment de Hussards. Et j'étais à couvrir la musique aussi là-bas. Donc, moi, c'était la musique. Et quand je suis revenu, Roger m'a demandé de revenir, donc. J'ai initié des gens au tambour, parce que moi j'étais au tambour. Mais on était quand même 12 tambours. On était 70 musiciens à l'époque. Un gros groupe, ouais. Ah oui, un beau groupe, hein. Bonjour Monsieur Spett. Bonjour. Nous allons parler à travers ce reportage de votre vie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance? Alors, moi je suis né ici, à Vallée de la Fench, enfin plus exactement à Thionville en 62, j'ai 54 ans, et à l'époque, on venait au monde en général à l'hôpital d'Algrange, mais en 62 il y avait eu quand même beaucoup de décès et des parents avaient peur, hein. Donc moi, mes parents sont allés à Thionville, donc je suis né à Thionville,
Mais je suis revenu ici tout de suite après, et puis après j'ai grandi ici. À l'époque, c'était clair, on n'avait pas le choix, on allait travailler à l'usine. Hein. On nous le disait déjà quand on avait 5 ans, 6 ans. Je me souviens qu'au CM1, on avait un prof qui nous avait fait 3 mois de géographie sur l'usine de Knutange, hein, avec visite. Il n'y avait pas le choix. On avait les wagonnets qui passaient au-dessus de la tête, là, qui allaient à l'usine, hein, qui descendaient de Boulange et Homès. Donc on les voyait fonctionner et on était inquiet quand on les voyait arrêter. On se disait, oh mon Dieu, l'usine est arrêtée. C'était comme si notre cœur allait arrêter de battre. Et on nous faisait un exposé sur les laminoirs, les hauts fourneaux, les poches, l'acier, la fonte, la transformation. À 5 ans, 6 ans, vous connaissez déjà une usine à l'âge là. Ouais. Comme l'usine se trouvait juste là à 50 mètres, on a commencé à voir la rue bloquée, des manifestations. C'était en 67 déjà, avec tout paralysé, les CRS, les batailles ici. Parce que quand l'usine fonctionnait, c'était 7000 personnes qui sortaient. Et je me souviens une fois, j'étais petit dans la nuit, j'avais pas dormi, j'étais à la fenêtre et j'ai vu de nuit tout le monde sortir. Donc c'était comme des soldats, des gens qui martenaient le sol, qui descendaient, et puis quelques-uns en vélo, quelques-uns en Solex, et j'étais impressionné, j'avais jamais vu ça de nuit. Mais c'était une marée, et puis après c'était des scènes de guerre ici en 67-68, avec des gens qui campaient, avec les radios, avec les CRS qui attaquaient. Ouais. Ça, vous l'avez vu, vous, de votre fenêtre? Oui. Et je me souviens avoir même passé après des semaines à dessiner ça. C'était tellement fort. Je faisais des dessins, et je me souviens que mon instituteur me prenait pour un jeune fils de communiste. Il faisait la grimace quand il me voyait ramener avec autre chose que des fleurs et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on voyait les gens ici avec des lance-pierres qui tiraient des billes en fer. Il y avait les CRS ici qui tiraient là-haut aussi. Il y avait des occupations de nuit. Il y avait des bus de CRS, la casquée beauté juste ici. Là, vous avez retrouvé des informations sur l'apprentissage à l'usine. Vous avez retrouvé quoi comme... Oui. Alors, ça m'a fait peur parce que je savais que mon grand-père, je savais rien de lui. Et je l'ai découvert dans les effectifs de 1914 et j'ai vu comment on les formait. À l'époque allemande, hein, je dis bien l'époque allemande, les Français, il y a des gens qui travaillaient en sorte d'apprentissage qui n'ont jamais vu ça, mais les Allemands demandaient aux gens de mettre du pétrole en fait dans le café et de le boire le matin. Et de temps en temps, ils devaient mettre les doigts dans des prises de courant pour supporter le courant. On leur disait, tu dois être plus fort que l'usine, c'est comme ça. Et il y avait de l'entraînement au vertige où on tendait une échelle en haut des hauts fourneaux. Entre à l'époque le haut fourneau 1 et 2, mais c'est l'équivalent du 3 et 4 maintenant, et il devait passer sur une échelle à l'horizontale, c'est-à-dire à 4 pattes en regardant le vide en dessous, et il devait arriver de l'autre côté. Ça c'était des systèmes pour forger quelqu'un qui avait une attitude très dure. Sacré système. Oui, ça a donné c'était une époque de fou, hein, avec du gaz, avec du feu, avec pas de sécurité, pas de casque. Et ça a donné après des sortes de brutes épaisses. Hein. Mon grand-père, après, il était lutteur dans une société de lutte de l'usine. Donc les chefs de l'usine, les directeurs de l'usine faisaient de la lutte, donc c'est-à-dire en caleçon, hein, du catch, hein, avec les propres ouvriers, et les ouvriers laissaient gagner le chef, pour être bien vu. Ah bon. Ouais, c'était comme ça. Hein. Donc c'était une époque inimaginable, jamais on verrait le directeur d'un McDo faire du catch avec ses employés. C'est sûr, aujourd'hui, c'est plus qu'on verrait. Hein. Ouais, mais à l'époque, c'était une époque où il fallait être très fort et on a du mal à imaginer, mais ils se régalaient. Ils étaient contents de pouvoir démonter des tuyères à 600 kilos, de faire un exploit. À chaque fois, c'était une sorte de guerre du feu, quoi. Et vous avez également fait la SMK en 3D aussi. Oui. C'est un travail que vous avez fait pourquoi? Ça, c'est par passion, Ouais, au début, c'était pour moi. En fait, moi, c'était quand même un arrachement au cœur de voir le paysage qui disparaissait. Ça m'arrivait de prendre le bus pour aller à l'école, et puis je voyais tout à coup, il faisait clair, alors qu'avant, il y avait des bâtiments et quelque chose avait disparu dans la nuit ou dans le jour. Et je voyais que des bâtiments disparaissaient. Ça a commencé avec la Syrie, après les hauts fourneaux, et ça me manquait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la conservation du patrimoine industriel. Alors j'ai commencé, je me suis dit avec l'informatique, la 3D on peut reconstruire. Donc j'avais commencé en 86 sur Amiga, donc il y avait un petit logiciel Sculpt 3D qui permettait de construire un modèle. Et chaque fois que j'ai évolué d'un ordinateur à l'autre et puis d'un logiciel à l'autre, j'ai récupéré mes modèles et je les ai détaillés de plus en plus.
Bonjour monsieur Chaxel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre naissance? Où vous êtes né? Je suis né à Algrange, C'était en quelle année alors? en 28. Le 4 janvier 28. Vous êtes parti d'Algrange après? Algrange, je suis venu ici, habiter en 1932 ici. Et avant que la guerre débute, ils ont construit un abri pas loin d'ici. Oui, juste derrière la rue La Moselle, l'ancienne rue La Moselle. Et là, vous avez vu sa construction? Comment que ça s'est Oui, passé j'ai alors? vu ça construction. On était gamins, hein, j'avais 12 ans là. On était 11-12 ans, on était gamins, on regardait comment ils travaillaient. Hein. Ça ne travaillait pas comme maintenant, hein. Il n'y avait pas de pelle mécanique, il n'y avait rien. Hein. Tout était à l'os. Hein. Ça a pris plusieurs mois à construire? Ah oui, ça a pris, ouais. Et, je vivais hors du temps, là. Hein. On se rendait pas compte, les gamins, on se rendait pas compte. Hein. La plupart des gens qui vivent à Nilvange travaillaient d'office à l'usine. C'était la SMK, hein. Voilà, oui. C'était la SMK. Hein. Et quelques mois après, donc, après l'arrivée de cette guerre, vous êtes partis, vous, avec vos parents, vous avez quitté la région? On nous a obligés. Hein. On n'a pas quitté, on nous a obligés. Le matin, il devait être 9 heures. Il y a un gradé allemand avec 2 gars. Ils sont venus. Ils nous ont donné, hop, vous pouvez partir, on va vous emmener 25 kilos de bagages, pas plus. On a ramassé ce qu'il y avait à ramasser, et puis ils nous ont emmenés à Thionville, là où il y a la caserne à Thionville. Et là, après, ils nous ont embarqués dans les trains, et les trains, on est parti jusqu'à Lyon, et des compartiments avec les bords en bois. On était parqués là-dedans comme des animaux. Hein. C'est un voyage qui était difficile? Ah oui, bien sûr, c'était long, hein, parce que il y a des endroits, les rails étaient coupés, tout ça. Hein. Et après, vous avez occupé un poste à la SMK? Après, j'ai fait l'apprentissage. Je suis rentré à l'apprentissage pendant 3 ans. Et après, j'ai eu un poste comme tourneur à cylindre. Et là, je fais toute ma carrière. Votre carrière. C'est un métier qui vous a plu? Vous avez aimé? Ouais. Au départ, ouais. Il faut dire que moi, en 48, j'ai fait mon CAP avec des copains, des tourneurs sur métaux. Et au tour à cylindre, je sais pas si vous connaissez ça, il faut des cylindres pour les habits noirs. Hein. Et ils avaient fait la grève. Et la direction a dit, nous, en 1 an, on va former des jeunes. Alors, du tour à métaux, dans l'atelier où on a travaillé, dans l'atelier, ils nous ont mis au tour à cylindre. Et là, on a travaillé jusqu'à la fin. Et vous avez vécu donc la fermeture de l'usine? J'ai tout vécu. Je vous dis, c'est moi qui a fermé l'usine. Hein. Et ça s'est passé comment quand ils ont annoncé la fermeture? Ben ça s'est fait par période, ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait par période. Hein. Mais le 18 juin 78, ils ont fermé complètement. Et là, avant ça, il y a eu des blocages, il y a eu des manifestations? Oui, bien sûr, il y a eu des grèves. Hein. Auxquelles vous avez participé? Pas beaucoup, parce que moi, les grèves, c'était beaucoup politique. Quand j'ai vu ce qui se passait des fois, j'ai dit non, des fois je faisais comme avec, hein, quand c'était des grèves de service ou quoi, là. Et autrement, les grèves, il y en a certaines, je n'ai pas fait avec. Hein. J'avais la section sport, hein, enfin, comme tout partout, hein. Et bon, on faisait du basket là-dedans, moi je faisais du basket là-dedans, du basket, la gymnastique aussi. Et après, tout s'est transformé. Hein. Et après, vous avez fait quoi comme poste? Vous avez entraîné des jeunes aussi? Non, je pouvais pas, je travaillais des postes. Donc je pouvais pas prendre une équipe, mais j'accompagnais les jeunes, j'accompagnais l'équipe première, tout ça. J'ai traversé une grande partie de la France hein, avec le basket. Il y a un plaisir avec tout ce qu'ils ont accompli pendant toutes ces années? Oui. Vous avez vu les évolutions des équipes, de la salle? Mais en 51, on est monté en National 1. Hein. C'était un événement. Hein.
Bonjour Monsieur Kuninis. Bonjour. Donc à travers ce reportage, nous allons parler d'histoire de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, où vous êtes né? Bon, je suis né à Carignan, dans les Ardennes, le 19/12/1939. Vous avez travaillé à la SMK? À SMK, je suis rentré à l'apprentissage, à 13 ans, rentré à l'apprentissage. Et là, bon, j'ai eu des problèmes familiaux, que mon père est tombé malade. Donc, je ne pouvais plus continuer, je suis rentré en usine travailler. Dans le basket m'a un peu aidé quand même. Vous avez fait d'ailleurs, une carrière, on va dire, dans le basket à Denilvange. Denilvange, oui. Vous avez démarré en quelle année là-haut? Alors, je suis rentré, c'est 52. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Oui, mais j'ai une facilité, c'est que j'ai mon cousin, qui était très connu, Dobuki, il est décédé malheureusement, qui était un pilier d'équipe de Nilvange, donc c'était un cousin, donc j'étais avec lui, j'allais chez lui, je prenais son sac, je portais jusqu'à la salle, parce que bon, pour rentrer à l'œil, comme dirait, on essayait tout. Donc ça allait là, et c'est là que j'ai commencé. Donc je m'entraînais avec des jeunes de jeunes plus de 3-4 ans plus vieux que moi. Ah oui, parce que j'étais le plus jeune, et c'était le premier entraîneur, c'était Rebé. Votre plus beau souvenir au basket, c'était quoi? Plus beau souvenir au basket, il y en a plein. Vous savez, c'était les sorties, les déplacements qu'on faisait. Il y a un peu tout. C'est vrai que il y a pas mal. Tout je trouvé quelque chose de des grosses victoires, on n'en a pas eu comme à l'époque maintenant. Bon, peut-être les montées en National 1 qu'on est monté, une équipe du cru, comme disait, des joueurs de Nilvange qui ont débuté jeunes à Nilvange, voilà. Ça, c'est des bons souvenirs. Pour vous, c'était une fierté ce club de basket. Ouais. Oui, c'était la fierté de Nilvange à l'époque. Nilvange, le basket était connu. La salle de la rue de la Moselle était très connue. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, donc, comme vous m'avez dit, vous avez quitté le basket pour aller à la piscine, donc avec vos filles. Et donc là, vous étiez allé en quelle année à la piscine? Au début 83-84, c'était mes premières filles qui partaient. Donc j'en ai une comme elle était au championnat de France 2e division. Ah oui, quand même. Elle était pas mal. L'autre était jusqu'au championnat de Lorraine. Et là, je suis parti avec Dylan Chander, qui s'occupait au basket également des jeunes, que je le connaissais, qui était content de me voir. Donc je le suivais avec lui, avec les jeunes, sans rien de m'occuper, parce que comme je travaillais en coach, j'avais pas, donc ça allait plus. Et en 90, là, il y a eu un problème à la piscine. Il manquait de personnes pour encadrer les jeunes. Et on m'a demandé comme ça si je serais d'accord. On vous a demandé à vous, comme vous accompagnez souvent vos filles, c'est voilà, pour ça. C'est tout. Bon, et comme ma femme était dans le comité en plus de ça, donc on m'a demandé. Je lui ai dit, y a pas de problème. Je peux toujours entraîner, je peux venir voir. Donc j'ai d'abord assisté avec une personne, voir comment elle travaillait. J'ai quand même pris contact avec le comité de Moselle pour savoir comment faut faire et tout. Et je suis parti là-dedans. Et ils auraient pas fermé la piscine. En ce moment, je serais là encore. Je passais toutes mes journées entières à la piscine. Là, vous avez formé, on va dire, de nombreux jeunes pour leur apprendre. Oui. Il y en a actuellement, il y en a même un qui était champion de Moselle, champion de France. Oui. Et quand cette piscine a fermé, vous avez dû le vivre difficilement. Comment que ça s'est passé ça? Vous savez, au départ, je voulais plus remettre les pieds dans une piscine, surtout à la piscine d'Ayoche. Donc ça a fermé alors. Ah oui, parce que c'était le truc de Val de Fench qui nous a un peu fermé tout. Donc c'était très dur. Et franchement, ça fait mal. J'ai eu du mal à accepter. Et donc là, vous avez fait pas mal dans le domaine sportif, que ça soit donc le basket, la piscine. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie également? Le sport. Toujours le sport. Oui. Oui, toujours le sport. Le sport, moi, j'ai la télé, elle est branchée sous sport. Bonjour Monsieur Hérian.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, où vous êtes né? À Nilvange, près du viaduc, dans une maison qui était au bord de la Fench et qui a été explosée quand les Français ont fait sauter le viaduc. Vous avez exercé alors de nombreux métiers ici dans la vallée, et à part ça, vous avez également des passions? Alors, un jour, le maire a demandé à monsieur Luc Marcel s'il voulait bien s'occuper d'un ramassage de vêtements usagés au profit des paralysés de France. Et moi, j'étais dans une association avec lui, dans les parents d'élèves. Il m'en a parlé, mais qu'est-ce que t'en penses? On peut le faire? Je dis, ben oui, on peut toujours essayer, on verra bien. On nous prêtait le camion, le chauffeur, et bon, d'abord on distribuait des sachets dans toutes les boîtes, et le jour dit, on ramassait les sacs qui étaient sur le trottoir. Mais le gars dans le camion, il stoppait pas à chaque instant, il roulait doucement, mais sûrement. Et nous, il fallait qu'on court. Et à Nilvange, c'était pas tout plat. Et parfois, il fallait me grimper, alors on courait, et puis, à la fin, moi, j'étais essoufflé, j'étais mort. Et je me suis dit, l'année prochaine, 15 jours avant, tu vas t'entraîner. Et puis le jour venu, je trouvais toujours un prétexte. Ah, il faut que je fasse ceci, ah, il faut que je fasse cela. J'avais pas vraiment envie. Alors, je jouais au faux cul, et je me disais, j'ai autre chose à faire. La deuxième année rebolote, je me dis, écoute, ça suffit, il faut t'entraîner. Et la troisième année, c'était pareil. Alors j'ai dit, mon petit gars, t'es un connard, les connards, il faut les dresser. J'ai dit, tu vas pas attendre 1 an pour t'entraîner, tu vas commencer tout de suite. Alors là, ça a été un cinéma. Je me revois au stade du Conacaire, sous un parapluie, il pleuvait. Je voulais m'entraîner sur le stade, parce qu'ici c'était fermé. Je dis, ben je vais au Conacaire, c'est ouvert. Et j'étais là devant le portail. Quand je revois la scène, je me dis, mais c'est pas possible que t'aies été aussi con, c'est pas vrai. C'est une blague ou quoi? Et je me disais, j'attends qu'il arrête de pleuvoir, et je pose mon parapluie, j'irai tourner. Puis à un moment donné, je me dis, c'est pas, allez, rentre, ça suffit maintenant. Tu peux pas faire ça comme ça. Vous voyez le niveau que j'avais? Ça rasait les pâquerettes, hein. Vous avez fait de nombreux marathons, que ce soit en Lorraine et ailleurs dans le monde. Non, nombreux, c'est pas le mot, hein. À New York, oui. New York, vous en avez fait 6 fois. 6 fois, oui. Alors là, on voit toutes les médailles que vous avez, il y en a quand même énormément. Ouais, mais là, il y en a qui me disent, waouh, t'as été 6 fois à New York. Je dis, écoutez, pour les calmer, vous mettez un sac de patates dans l'avion. Il va aussi à New York. Il faut payer, c'est tout. Donc, pour aller à New York, c'est pas compliqué. Il faut trouver l'argent, c'est tout. Et à New York, ça te vaut beaux souvenirs pour les marathons? New York, vous arrivez, dans la 5e avenue, qu'est-ce qu'on voit? Des drapeaux américains partout. On se dit, mais c'est pas vrai, pourquoi on fait pas ça chez nous? On a honte ou quoi? De quoi qu'on a honte? Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça merveilleux. Et à New York, on dit, de deux choses l'une, ou ça vous plaît, ou ça vous plaît pas. Ma femme, ça lui plaisait pas du tout. Elle a dit, non, moi, m'intéresse pas de revenir. Et moi, je demandais qu'à faire du camping là-bas, qu'à rester. C'est tout ce que je demandais. Et là, votre première course, c'était en quelle année là-haut à New York? En 88. En 88, c'était l'année de toutes les bénédictions. J'étais jeté dehors en pré-retraite, j'avais 50 ans. J'ai pris l'avion la première fois, j'étais en Amérique la première fois, j'étais à New York la première fois, j'ai couru le marathon. Oh, c'était sublime. C'était sublime. La 88, j'ai plus jamais connu ça. Une différence par rapport à la France des marathons aux États-Unis? Eh ben, j'ai fait le 20 km de Paris une fois. Alors, il y avait peu de gens, il y avait personne quasiment sur le parcours, sauf un bonhomme avec un chien qui voulait traverser, mais il pouvait pas, on était trop nombreux. Alors, on courait sans interruption. Et puis, il a prononcé un gros mot en disant, ceux-là, ils me font, on en a marre de leur course voilà. Et la différence avec New York, il y a des gens partout, de Ponte Verrazano jusqu'à l'arrivée à Central Park, et qui crient comme des dingues, comme si on était de la famille. You can do it, tu peux le faire. Alors moi je me disais, mais pourquoi ils crient après moi? Je les connais pas, je les ai jamais vus, ils me verront plus, parce que je pensais pas revenir. Rien qu'avec le prix, je me disais, c'est pas possible. Et d'un coup je me dis, mais ils crient pas après toi, on est 30 000. J'étais comme saoul.
Bonjour Monsieur Campagna, donc à travers ce reportage, nous allons retracer votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et où vous êtes né? Donc je suis né à un petit village au centre des Abruzzes qui s'appelle Corfigno, le 7 août 1930. Et à 18 ans, j'en avais marre de la villa, j'ai pris les clics, et j'ai vais à la mairie demander une feuille de passage pour touriste. On me l'a refusé parce que ma famille c'était de communistes. Tous mes frères, mes sœurs, à l'époque il n'y avait que ça, avec ça. Donc moi on m'a refusé la feuille de touriste, je suis venu en France à pied, j'ai passé les Alpes à pied. 9 jours j'ai marché. Parce qu'au bout du 4e jour, je suis arrivé à la frontière à Modane. On m'a refusé, m'a refoulé. Et moi, j'ai fait un gros détour, je suis arrivé à Chambéry. À pied. Vous êtes venu seul ou accompagné de... On était à 2. J'ai fait 2 ans à la SMK. Et comme je voyais la SMK, le boulot, il me plaisait pas. Vous occupez quel poste à la SMK? J'étais à la petite laminoire. Où on fait les petites ferrailles, quand on devait prendre la tenaille, les tourner, oh, c'était un désastre. Tout blessé, on était. Et pour gagner des sous, alors là, j'ai travaillé dans la chaleur. Et pour gagner des sous, pour envoyer à ma famille, j'ai travaillé chez le Maggi et fait la limonade à Clutange. Et là, j'avais froid de canard, et là, j'avais chaud. Ah, à côté chaud, à côté froid. Et j'ai réussi tous mes examens, j'ai passé pas mal de diplômes, j'ai fait tailleur de pierre. J'ai fait le maçon, j'ai fait coffreur, bedormé, enfin, le bâtiment, quoi. Et parmi tous ces métiers, lequel vous avez préféré? Tailleur de pierre. Et le carrelage. Pourquoi cette préférence? Parce que ça paye plus. Donc, je suis arrivé en France à 18 ans. Je me suis arrêté 2 mois à Chambéry. À Chambéry, j'ai fait des paniers en osier pour pouvoir me faire les sous. Pour prendre le train pour venir au Moselle, parce que on savait qu'au Moselle, il y avait le travail, il y avait l'industrie, quoi. Et puis 2 mois après, j'ai pris le train à Chambéry, et je suis venu à Thionville, la région. Et ici, à Nilvange, vous avez cultivé un jardin également pendant plusieurs années? À Nilvange, j'ai 7 arts de jardin derrière la maison. Et on y trouve quoi comme fruits? Ben, comme fruits, voyons sur la photo, il y a les kakis. Là, c'est une espèce un peu rare en Lorraine, on va dire même, hein, parce qu'on n'en trouve pas partout. On m'a dit qu'il a un arbre affamé, que je sais pas quand. Cet arbre, vous l'avez planté vous? Oui, je l'ai ramené d'Italie, il faisait 1 mètre. Et il produit pas mal de fruits? Mais la première année, on n'a pas fait très peu, mais maintenant, ils ont 400-500 kilos par l'arbre. Oh là là, maintenant, il en a marre. Et j'ai des kiwis. Les kiwis, ils peuvent en avoir à peu près 100 de kilos aussi. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je vous le montrer tout à l'heure dans le jardin. J'ai des abricots, des prunes, des châtaignes. Enfin, moi, j'adore les arbres. On me dit de couper un arbre, je me coupe les jambes. J'arrive pas à couper. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans le jardinage? Tout. C'est quand je porte même le nom. Je m'appelle Campagna. Et moi, dans la campagne, on m'ignore pas. C'est tout. Tout le monde me pose des questions, je réponds. Les fleurs, n'importe quoi. Mais c'est tout sur la nature, alors. Ah, le maximum, je crois que je le connais, oui. Je m'appelle Agathe, j'habite à Nilvange à peu près depuis 7 ans. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aime à Nilvange maintenant. Alors j'aime bien le gueulard, parce qu'il y a plein de spectacles. On peut, même avec chez à l'école, à Algrange, on est même venu faire aussi des spectacles. C'est bien aussi parce que pour les petits, il y a le périscolaire. Ils peuvent faire des activités et tout. J'étais aussi petite, et c'était bien, franchement on s'amusait bien et tout. Ça changeait un peu de la maison. Il y a la crèche, il y a plein de trucs pour les petits, sur ça c'est bien. Il y a des fêtes, il y a plein de choses. Pour ça, j'aime bien. Et puis, les écoles sont vraiment bien. Je m'appelle Noah Lemoine, j'ai 13 ans et j'habite à Nilvange. Alors, ce que j'aime bien à Nilvange, les activités, genre sport, basket, foot,
tout ce qui est 14 juillet, les activités qu'ils font genre à Pierre-Mêlé, tout ça. Et j'aime bien aller au City des fois avec des potes et... Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 7 ans. J'aime bien le parc et j'aime bien le feu d'artifice. J'aime bien la Saint-Jean. Ce que j'aime maintenant, c'est plutôt le stade, le centre aéré pour les enfants. Donc aujourd'hui à Nilvange, pour les jeunes, il y a le stade qui est bien. Il y a des paniers de basket, il y a des toboggans pour les enfants. Et après on a le City Stade où il y a aussi un stade de foot, des jeux où on monte faire un peu de la gym pour les petits, des balançoires, des bancs pour se reposer. Dans le stade de foot, il y a des paniers de basket également intégrés. Moi, Nilvange, dans 20 ans, j'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, les petites boutiques qui ont fermé près de Schweitzer, qu'il y ait des librairies, des choses comme ça rouvertes. Ce serait bien aussi, un peu. C'est bien, il y a le Super U pas loin, mais des fois, en dépannage, ce serait bien. Et puis, comme ça, il y aurait des commerçants, un truc de la ville, quoi. Après, il y a pas mal d'activités. Il y a le foot, il y a un club avec des chevaux aussi. Il y a le basket et tout. Il y a une salle de sport. Donc, il y a plein de choses. Après, oui, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien que dans 20 ans, ça change pas trop. Que ce soit toujours une petite ville comme ça. Ce serait dommage, parce que c'est joli. Nilvange dans 20 ans, je le vois joyeuse, avec plein d'activités pour les enfants comme pour les grands, les adultes, et qui fasse plus de choses comme des jeux ou je sais pas, des dîners ou des trucs comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais à Nilvange, c'est plus d'associations pour les enfants, plus de clubs de sport. Donc dans Nilvange, pour le futur, ce qui serait bien, c'est que il y ait un peu plus de commerce, qu'il y ait un peu plus que les jeunes soient concernés plus par la ville, qu'on nous demande un peu notre opinion, qu'on fasse des activités pour nous. Donc il y a l'espace jeune avec la MPT qui a ouvert, où on se rejoint des fois les vendredis soirs de 18h à 22h pour être entre amis et parler ensemble, faire des activités, sortir. Après on fait des chantiers avec les autres locaux, donc de Algrange et Knutange. Ce qui serait bien, il y a en haut du stade, en haut de la côte, il y a un parc qui a été, on va dire, un peu abandonné. Si remettre des jeux, remettre des tables, parce que c'est un coin qui est bien tranquille, il n'y a pas de voiture, c'est bien.